Partir aux États-Unis est devenu stressant. Des voyageurs, dont des Suisses, ont été interpellés par la police des frontières, puis expulsés. Ce journaliste australien a été arrêté à l'aéroport de Los Angeles. Ils m'ont demandé mon téléphone et m'ont dit que si je ne donnais pas le code, je serais immédiatement expulsé. Ils ont tout de suite commencé à m'interroger sur mes opinions sur Israël et la Palestine. Ils me posaient des tas de questions, comme qui étaient mes sources pour les articles que j'ai écrits. Ils avaient accès à tout mon téléphone et ils ont trouvé, ou plutôt prétendu avoir trouvé, des preuves de consommation de drogue. Je pense qu'il est assez clair que la drogue n'était qu'un prétexte pour justifier mon expulsion. Au final, j'ai été expulsé et humilié. Je vais probablement être interdit de séjour pendant 5 ans, 10 ans, voire à vie. Pour ne pas connaître le même sort et protéger mes sources, je pars avec un ordinateur et un téléphone vide. Aux États-Unis, la peur et l'arbitraire se sont installés. La moitié du pays est opposée à Donald Trump. Des millions d'Américains sont convaincus qu'un pouvoir autoritaire est en train de s'installer et qu'il faut réagir vite. Ce sont ces personnes que nous allons rencontrer. Il va y avoir une manifestation pas loin d'ici, devant la Trump Tower, la tour du président. Les rues sont barrées, la sécurité privée et la police mobilisées. À la 57e rue! Allez, on y va! Anna, 24 ans, est une des organisatrices de la manifestation. Elle va faire tout son possible pour prévenir les violences. Je voulais juste me présenter. Je m'appelle Anna. C'est moi qui ferai le lien avec vous. On ne sait pas combien de personnes seront là aujourd'hui, mais restons en contact. Un des problèmes, ce sont les trolls, des influenceurs de droite qui cherchent à susciter la violence. Une des plus assidues, c'est elle, Savannah Cravan. Suivie de son garde du corps et de son mari à la caméra, elle provoque l'agressivité puis dénonce les manifestants sur les réseaux sociaux. Les militants ont trouvé une parade, les flèches jaunes. Ce sont des flèches anti-trolls de droite. Récemment, beaucoup de gens sont venus à nos manifs pour provoquer les manifestants en tenant des propos vraiment horribles. Nous avons donc mis en place une équipe chargée de désamorcer les tensions. Nous pointons ces flèches vers les trolls pour faire comprendre qu'il ne vaut pas la peine de leur répondre et de se disputer avec eux. C'est une partie importante de notre travail en ce moment. Malgré les flèches, celle qui se présente comme une journaliste opposée à l'avortement est en train d'arriver à ses fins. Raciste, raciste. Dites-le à la caméra, dites-le. Tu n'aimes pas les migrants légaux. Oui, je les aime. Tu viens de dire à mon mari que tu ne veux pas de lui ici. Et si je parlais à Trump? Et si je parlais à Trump? Vous pouvez bouger un peu? Il y a encore du monde qui arrive. Alors venez, suivez-moi. Tout s'est bien passé. Anna pense déjà à la prochaine manifestation. Depuis février, elle a décidé de se battre à visage découvert, sans se laisser paralyser par la peur. Elle craint l'avènement d'un régime autoritaire.
J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas que ça peut arriver ici. Ils pensent, ici c'est l'Amérique, nous sommes libres, nous sommes les meilleurs, la propagande fonctionne. Et donc, même s'ils ont du mal à joindre les deux bouts, même s'ils voient leurs voisins se faire kidnapper, certains n'y croient toujours pas. Moi, je ne peux pas rester les bras croisés, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, alors autant agir. En début d'année, Anna a rejoint le groupe 50-50-1, un mouvement qui mobilise ses troupes sur les réseaux et se bat pour défendre la démocratie. C'est moi en train de me faire arrêter, avec un panneau dans la bouche disant « ICE, la Gestapo de Trump ». Avec ses pairs, Anna protestait contre l'arrestation musclée de migrants par ICE, la police de l'immigration. Les forces de l'ordre les menottent et les embarquent pour quelques heures. Depuis, la tension est encore montée d'un cran. Les militants courent plus de risques. Je connais tout le monde dans cette ville et je peux vous garantir que le jour où ils s'en prennent à moi, les gens descendront dans la rue pour me soutenir, comme je le ferais pour n'importe lequel d'entre eux. Donc je les mets au défi de s'en prendre à moi et de me cibler. Se taire ou prendre le risque de passer à l'action, cette question, des millions d'Américains se la posent. Un événement a donné le signal d'une nouvelle escalade. Charlie Kirk, nationaliste chrétien, vient de se faire assassiner. Qu'il soit pour ou contre Donald Trump, ce meurtre a glacé l'Amérique. Le président désigne immédiatement les coupables. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. La chasse aux sorcières est lancée. Sur les réseaux sociaux, les supporters de Charlie Kirk se déchaînent. C'est la guerre. Le Parti démocrate est une organisation terroriste et doit être traitée comme telle. Je suis prêt pour la guerre civile. Ils veulent se battre et on va se battre. Et il cite aussi Donald Trump qui a dit que toute la violence politique était le fait de la gauche radicale. Sur ce site, au nom de l'influenceur, on trouve des appels à dénoncer, sanctionner, licencier ceux qui critiquent ses idées, avec leurs photos, leurs noms et même leur employeur à la clé. Nous avons rendez-vous avec un autre activiste du groupe 50-51. Le joindre a été difficile, il risque gros. Je dois cacher mon identité parce que je risque de perdre mon emploi. Je risque aussi des représailles aveugles. Car même si tout ce que je fais est légal, puisque je ne fais qu'exercer mon droit à la liberté d'expression, certains pourraient ne pas le voir de cette façon. On nous blâme pour tout. C'est comme s'il y avait une volonté coordonnée de nous déshumaniser afin de permettre davantage de violence. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. C'est à cause d'Elon Musk que le trentenaire s'est engagé en politique. Avec la bénédiction présidentielle, le milliardaire a supprimé plus de 250 000 postes de fonctionnaires. Fin janvier, Elon Musk et son soi-disant département de l'efficacité gouvernementale s'est rendu dans plusieurs agences avec des jeunes adultes et a volé toutes les données officielles. Ces mêmes personnes ont commencé à licencier des employés et à leur poser des questions visant à tester leur loyauté envers l'administration. À ce moment-là, j'ai cherché à savoir comment je pouvais contribuer à soutenir le mouvement
le mouvement de résistance contre ce régime autoritaire qui tente de démanteler la démocratie dans ce pays. Convaincu que la démocratie est en danger, le jeune homme a rejoint le groupe 50-51, apparu sur Internet au début de l'année. Le mouvement 50-51 est un mouvement décentralisé mais national qui regroupe ceux qui veulent défendre la Constitution. Nous voulons protéger la démocratie. Il n'y a pas de leader. Lorsque je communique avec les gens, c'est sous pseudonyme. Ils ne connaissent pas mon nom et je ne connais pas le leur. Il est essentiel de rester dans l'anonymat pour le moment. Ce que je fais, moi, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour montrer aux gens que nous sommes nombreux, que nous nous battons et qu'ils devraient en faire autant. Et voici comment. Une résistance qui ne cesse de croître, une violence sourde et palpable. En quelques mois, l'ambiance a profondément changé. Pour les manifestants, Trump s'en prend aux piliers de la société américaine. Il menace de priver les universités de millions de dollars. Sur la chaîne ABC, il les critique violemment. Harvard's got to behave themselves. Harvard is treating our country with great disrespect. Columbia has been they were very, very bad what they've done. Very anti-Semitic and lots of other things. But they're working with us on finding a solution. À l'université Columbia, c'est une rentrée sous tension. Le campus est fermé, les étudiants contrôlés. Des professeurs vont tenir conférence de presse pour dénoncer des atteintes sans précédent à la liberté académique. Au cœur de l'été, l'université a cédé en partie au chantage de Trump. Columbia enterre ses programmes en faveur des minorités et accepte d'être supervisée par un contrôleur. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la liberté académique sont plus graves, bien plus graves que jamais dans l'histoire des États-Unis. Notre gouvernement nous est tellement hostile. Columbia a adopté une définition controversée de l'antisémitisme et accepté de modifier certains enseignements, notamment sur le Moyen-Orient. Que serons-nous autorisés à enseigner? Allons-nous faire l'objet de poursuites administratives ou judiciaires pour antisémitisme si nous menons des recherches critiques sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient? Ce que nous vivons sur le campus depuis quelques mois, c'est un climat de peur et d'angoisse. Nous nous demandons où sont les limites. Et ceux d'entre nous qui s'expriment aujourd'hui le font parce que les autres ont trop peur pour le faire. C'est une situation déplorable. Mais sachez ceci, si nous n'étions pas puissants et indispensables, ils ne nous attaqueraient pas. Dans tout le pays, des professeurs ont perdu leur emploi après être devenus la cible de harcèlement et de menaces de groupes comme celui de Charlie Kirk. Anya Schifrin a décidé de parler quand même. J'ai décidé très tôt que si tout le monde avait trop peur pour parler, je ferais mieux de commencer à le faire. Et agir comme s'il n'y avait aucune restriction. Et à continuer à vivre et à m'exprimer comme avant. Nous allons être autorisés à filmer son cours, mais pas ses élèves, de peur qu'ils aient des problèmes. Anya Schifrin enseigne la liberté de la presse, en Chine, au Népal, en Turquie et aussi désormais aux États-Unis. Et cette semaine, que s'est-il passé dans les médias cette semaine? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Avez-vous vu que l'Association américaine du tennis a demandé aux médias présents à l'US Open de ne pas couvrir les manifestations contre Trump?
D'habitude, ça n'arrive que dans les pays non démocratiques. Je ne me souviens pas d'un autre cas aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et après la victoire de Trump, que s'est-il passé avec les accréditations? Oui, beaucoup d'influenceurs et des nouveaux journalistes ont eu accès pour la première fois à la salle de presse de la Maison-Blanche. Oui, c'est ça. Des influenceurs et des journalistes d'extrême droite ont été autorisés à entrer dans la salle de presse. Et vous avez vu que, plus tôt cette année, lorsque l'Associated Press a refusé d'appeler le golfe du Mexique le golfe d'Amérique, on leur a dit qu'ils n'auraient pas accès à l'avion présidentiel. L'octroi des accès est un moyen de favoriser certains. Pour rester libres de leur enseignement et éviter que leurs cours soient dénoncés sur les réseaux, les professeurs interdisent à leurs élèves de les enregistrer. Prudents, ils ne consignent plus rien de sensible par écrit. Sous la pression de Washington, Columbia vient de suspendre et d'expulser une 70aine de jeunes qui ont participé aux manifestations pour Gaza. Anya Shifrin s'inquiète pour ses étudiants. Ne touchez pas à nos étudiants. Ça signifie ne les arrêtez pas. Évidemment, s'ils ont enfreint la loi, c'est une autre histoire. Mais nous parlons ici d'étudiants qui ont été enlevés par ICE et nous protestons contre cela. Le plus effrayant, c'est qu'il arrive quelque chose de grave à nos étudiants. Mais il y a aussi nos collègues qui n'ont pas la citoyenneté américaine, qui ont une carte verte et qui ont peur d'être expulsés. Ou s'ils voyagent, de ne pas être autorisés à revenir dans le pays. On a l'impression que chaque jour, il se passe quelque chose de choquant qui, avant, aurait été une ligne rouge. Et que maintenant, il y en a tellement qu'on n'arrive même plus à les compter. Avez-vous un plan B si les choses dégénèrent? Oh mon Dieu, bien sûr. J'ai déjà un passeport français et je suis en train d'obtenir un passeport espagnol. Donc oui, bien sûr. Parce que quand vous venez d'une famille qui n'a pas pu partir à temps, et des deux côtés de ma famille, vous savez, mon grand-père combattait Franco. Il était un officier républicain et ils n'ont pas pu partir avant la fin. Et c'est la même chose pour ma famille en France. Ils n'ont pu partir qu'à la toute fin. Donc on pense toujours au moment où il faudra partir et on ne veut pas partir trop tôt. On ne veut pas abandonner les gens, mais on veut aussi être sûr de ne pas partir trop tard. En 2024, comme lors du Vietnam, l'université est devenue l'épicentre des manifestations contre la guerre et pour la Palestine. Des manifestations parfois paisibles et parfois moins. Un an plus tard, une fois au pouvoir, l'administration Trump a fait arrêter des étudiants étrangers qui avaient participé activement au mouvement. L'arrestation de cet homme a particulièrement choqué. You're going to be under arrest. So turn around. Okay, let's not. Okay, he's not resisting. He's giving me his phone, okay? He's not, I understand, he's not resisting. Like, son épouse américaine filme la scène. Enceinte de 7 mois, elle va appeler leur avocat. You guys really don't need to be doing all of that. Habibi, كيف بدي أتصل فيك? Okay. Hi, Amy. Yeah, they just like handcuffed him and took him. I don't know what to do. Can we get a name, please? Can we get your name? I understand the lawyer is asking for your name. We don't give our name. The lawyer's asking for your name. He's saying they don't give their names. Oh yeah, that's right. We'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. I'm sorry. Can you repeat that? We'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. Can you please specify what agency is taking him, please? Excuse me. They're not talking to me. I don't know. Embarqué par la police de l'immigration, son mari va rester 3 mois en détention, alors qu'il se trouve légalement aux États-Unis. Excuse me. The lawyer would like to speak to somebody.
Sa libération, il la doit notamment à cet homme, un des avocats de l'influente organisation ACLU qui défend les droits fondamentaux. Avec ses collègues, il croule sous le travail depuis le début de l'année. C'est une évolution vraiment effrayante. Des agents de la police de l'immigration civile, masqués et cagoulés, arrêtent des gens dans la rue. Les tribunaux disent qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un comme ça. Il existe un droit à un procès équitable et un droit à la liberté d'expression dans ce pays. C'est une citoyenne turque qui séjourne aux États-Unis avec un visa étudiant. Tout ce que le gouvernement lui reproche, c'est d'avoir écrit un éditorial dans le journal de son université un an avant son arrestation. Le gouvernement ne peut pas affirmer sérieusement que ces étudiants représentent une menace pour la politique étrangère ou un danger pour qui que ce soit. Il s'agit ici de tentatives de supprimer leur droit à la liberté d'expression. Et cela n'est pas autorisé par notre Constitution. En vertu du premier amendement, le gouvernement n'a pas le droit de choisir entre les discours qu'il aime et ceux qu'il n'aime pas. Militant non violent, cet étudiant palestinien domicilié aux États-Unis depuis 11 ans vient de tomber dans un piège. Il pensait se rendre à un entretien pour finaliser sa naturalisation. Les agents de la police de l'immigration l'attendaient. C'est tout simplement ridicule. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Il consacre sa vie à la construction de la paix et au dialogue. C'est pourquoi un groupe de plus de 20 étudiants et professeurs israéliens de Columbia ont déposé un mémoire juridique en sa faveur, affirmant ce qu'il a toujours dit, à savoir qu'il s'engage en faveur de la défense de la paix. Après 2 semaines et demie de détention, Mohsen Madawi est libéré par un juge qui l'innocente, lui reconnaît le droit de rester aux États-Unis et celui de manifester, un droit garanti par la Constitution. We the people will hold the Constitution accountable for the principles and values that we believe in. And I am saying it clear and loud. Yes. To President Trump and his cabinet. Yes. I am not afraid of you. Nous avons retrouvé Mohsen Madawi, libre, mais en sursis. L'administration Trump veut toujours l'expulser. De peur qu'il soit à nouveau arrêté, son avocat lui demande de ne jamais se déplacer seul. Je ne peux pas dire où je vis, sauf à des amis très proches. Je ne dois pas avoir de routine pour ne pas être prévisible. Partout où je vais, je dois faire attention à qui est là. L'ironie, c'est que je dois prendre ces mesures de sécurité dans le soi-disant pays de la liberté. C'est pas trop risqué et provocateur de dire « Trump, je n'ai pas peur de vous ». C'est ma vérité, et je ne crains pas de dire ma vérité, même si cela doit me coûter la vie. Je ne me laisserai pas intimider, intimidé par la peur. Je ne me laisserai pas réduire au silence parce qu'ils me menacent, parce qu'ils me prennent pour cible afin de me faire taire. Car si je me tais, je leur donnerai le pouvoir. Et pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai cofondé une coalition qui milite pour la fin de la guerre. La non-violence est ma voix. Je suis une figure fédératrice. Ils m'ont pris pour cible parce qu'ils veulent faire de moi un exemple, pour dissuader les autres étudiants et militants.
Bouddhiste et pacifiste, Mohsen Madawi poursuit ses études pour devenir médiateur des conflits. Il refuse de se taire. Capituler, ce serait participer à la destruction de la démocratie. Dans les villes démocrates du pays, une déclaration de Donald Trump a résonné comme une grave menace. Un mois après l'assassinat de Charlie Kirk, devant les hauts gradés de l'armée, le président annonce une guerre intérieure. Ones that are run by the radical left Democrats, what they've done to San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, they're very unsafe places, and we're going to straighten them out one by one. And this is going to be a major part for some of the people in this room. That's a war too. It's a war from within. Cette déclaration a mis en alerte Anna et tous les groupes qui craignent une dérive autoritaire du pays. Avec ses pairs, elle estime qu'il est temps de se préparer à l'arrivée de la garde nationale à New York. Ils s'apprêtent à déployer de nombreux soldats non entraînés et armés de gros fusils parce qu'ils ont peur de nous. J'espère que nous pourrons rester en sécurité. Mais je n'ai pas assez confiance en l'État pour attendre de voir si notre sécurité sera assurée. Avec un petit groupe, Anna travaille à la création d'un réseau d'opposants aussi étendu que possible. J'ai décidé de construire ce que nous appelons la table de New York. Et cette table, c'est tous ces différents groupes qui s'unissent, des syndicats, des associations de terrain, comme nous, qui ne dépendent pas de l'argent ou d'institutions. Et puis, il y a les institutions. Leur stratégie est la non-violence. Pour la première fois, ces acteurs politiques et sociaux se préparent à résister ensemble et à venir en aide à la population en cas de besoin. Ici, c'est la réaction rapide, un endroit où vous pouvez envoyer un message pour dire « La garde nationale est ici, ICE est là-bas. La communauté a besoin de votre aide ici. Leur soutien de famille est détenu et ils ne savent pas où aller. » Nous travaillons pour que de nombreuses réactions rapides soient prêtes pour l'arrivée de la garde nationale, car on sait qu'elle va venir bientôt. Et ça va suffire pour arrêter ce qui se passe? Vous savez, j'ai besoin de croire que nous allons gagner. Nous ne serions pas où on est aujourd'hui si quelques personnes n'étaient pas assez folles pour croire qu'on va y arriver. Est-ce que j'ai peur? Absolument. Mais j'ai aussi peur de ce qui pourrait arriver si nous n'arrivons pas à convaincre assez de gens qu'il se passe quelque chose de grave et qu'ils ont le pouvoir de l'arrêter. La résistance est vivante. Nous sommes partout et nous n'irons nulle part. Nous partons pour Washington. Depuis janvier, le président gouverne par décret et modifie l'équilibre des pouvoirs en sa faveur. Par peur ou par conviction, son propre camp, le camp républicain, laisse faire. Nous avons rendez-vous avec un des rares membres de la droite qui a décidé de lever la voix. Ça, c'est le gardien de la liberté. Haut fonctionnaire à la retraite, spécialiste de la Cour suprême, Donald Ayer estime qu'il est de son devoir de dénoncer les atteintes à la séparation des pouvoirs. La question cruciale est de savoir si la Cour suprême va enfin agir comme elle le devrait et dire au président qu'il n'est pas autorisé à faire beaucoup de choses qu'il est en train de faire. De nombreux tribunaux ont dit exactement cela, que ces actions étaient illégales. Mais la Cour suprême, sans se prononcer sur le fond, a laissé ces politiques se poursuivre. En majorité favorable à Trump, les juges de la Cour suprême lui ont accordé une large immunité. Quant au Congrès, il est contrôlé par les Républicains, un parti qui s'aligne sur les décisions de son président. Un des défis est que le Congrès a été pratiquement neutralisé. Les républicains ont peur de faire quoi que ce soit qui déplairait au président,
de crainte que leur propre carrière ne soit compromise. C'est vraiment effrayant. Si le système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs ne fonctionne pas, un tyran, quelqu'un qui veut être tout-puissant, peut faire tout ce qu'il veut. Donald Ayer a travaillé pour les présidents républicains Ronald Reagan et George Bush père. Il a été l'assistant de ce juge ultra-conservateur de la Cour suprême, avant de devenir numéro 2 du ministère de la Justice. Pour lui, Trump a mis la justice à son propre service. On a un président qui désigne publiquement ses ennemis et lance des enquêtes contre eux. De nombreuses personnes, y compris des membres de son administration, sont sous enquête. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses qui déplaisent au président Trump. Et quand le ministère de la Justice est utilisé à des fins politiques, ça signifie quoi? Que les gens doivent avoir peur. Ils doivent faire attention de ne rien dire qui puisse contrarier le président. Ce qu'on observe, c'est une tendance générale de menacer toutes sortes de personnes, de toutes sortes de manières. Really bad people. They tried to turn America into a corrupt, communist and third world country. Une des pires, c'est l'attaque frontale contre les avocats. Il a menacé de sanctionner des études d'avocats, de les empêcher d'entrer dans les bâtiments fédéraux, ce qui est indispensable quand on est avocat sur une affaire. En clair, le président essaye de les empêcher de défendre des clients et des opinions qui ne lui plaisent pas. À l'inverse, il pardonne à ses amis, notamment à ceux-ci. Le 6 janvier 2021, ils prennent d'assaut le Congrès, encouragés par Donald Trump, convaincus que leur héros s'est fait voler l'élection présidentielle. 4 personnes perdent la vie, d'autres sont blessées. Les coupables sont condamnés. Début 2025, Trump les a graciés. Eh bien, que vont penser les gens quand le président des États-Unis dit « Je m'en fiche. Ça m'est égal que notre processus ait été respecté, que de bons juges et de bons jurys aient condamné ces personnes pour ces crimes au-delà de tout doute raisonnable. » Le président dit non, parce qu'au fond, j'aime ce qu'ils ont fait. Wow. I've been up here a lot. I've never seen a crowd like this. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Thank you all. Thank you all very much. Thank you all very much. Quelques jours plus tard, Trump déploie la troupe dans la capitale. À la gare centrale, paisible, les soldats sont présents en nombre. Sur le mall, l'esplanade du pouvoir, ils croisent joggeurs et touristes. Star de la chaîne de télévision ABC, Terry Moran est un des journalistes les plus connus du pays. Il couvre la politique nationale depuis des années. Trump dit qu'il est dégoûté par Washington, D.C. Il dit que c'est sale, répugnant et hors de contrôle. La criminalité est un problème, certes, mais pas dans ce quartier. Car le crime se concentre surtout dans les quartiers pauvres et à forte population noire. Je m'y suis rendu la semaine dernière pour discuter avec les gens et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu de troupes. Les voilà. Arrêtons-nous ici un instant. Voilà ce qu'ils font. Ces pauvres gars marchent sous la pluie et protègent ce quartier où il n'y a pas de criminalité.
C'est du théâtre kabuki. C'est faux. Mais cela envoie un message. Les troupes sont là. Terry Moran connaît la capacité de Donald Trump à faire plier les médias. Le journaliste a contredit le président publiquement. Ça lui a coûté son poste. C'est une de mes expériences préférées à ABC News. J'ai adoré faire cette interview. Je me suis beaucoup amusé. J'ai passé un très bon moment. J'ai été très surpris quand il est parti fâché. C'est là que tout commence. Le début de la fin, c'est quand le journaliste interroge Trump sur l'expulsion au Salvador d'un membre présumé du gang MS-13. We have to get him out, and we're doing it. And you'll pick out one man, but even the man that you picked out, he said he wasn't a member of a gang. And then they looked, and on his knuckles, he had MS-13. There's a dispute. Well, wait a minute. He had MS-13 on his knuckles tattooed. Oh, he had some tattoos that are interpreted that way. But let's move on. Wait a minute. Hey, Terry. He did not have the letter MS-13. It says MS-13. Yeah, that was Photoshop. That was Photoshop. Terry, hey, they're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. Et il a continué à m'agresser. Et plutôt que de me dérober, je l'ai confronté. Cette marque n'est pas sur ses mains au Salvador. Il existe des photos de ses mains au Salvador. Là, j'ai commencé à être irrité. J'étais du genre, mais arrêtez, bon sang. Je voulais passer à autre chose, car nous avions peu de temps. Je me souviens avoir pensé, mais comment peut-il croire à une photo qui est aussi manifestement truquée? He had MS as clear as you can be, not interpreted. This is why people no longer believe the news, because it's fake news. C'est devenu viral comme rarement sur ABC News. Ils étaient donc très contents. Mais la Maison-Blanche, elle, n'était vraiment pas contente. Ça a fait de moi une cible, ils ont donc dit « virez-le ». En plus de cette interview, Terry Moran a rédigé un post cinglant contre un proche de Trump. Disney, le propriétaire de ABC, le licencie avec effet immédiat. Je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont des intérêts commerciaux importants avec Trump et ne veulent pas le mettre en colère. Il a dit « débarrassez-vous de ce type » et ils l'ont fait. Lorsque nous étions assis à table ce soir-là et que nous avons annoncé la nouvelle à nos enfants, je leur ai dit que j'avais été licencié, que le président s'était fâché contre moi, que j'avais dit des choses que je pensais être vraies, dures mais vraies. Et ma femme a dit aux enfants, souvent quand les gens sont licenciés, c'est pour quelque chose de honteux. Papa a été licencié parce qu'il a dit la vérité. C'est ce que je pense. Rien à voir avec la télévision, mais ça fera l'affaire. Le truc, c'est de mettre ça droit. Le journaliste ne s'est pas laissé voler son métier. Le lendemain de son licenciement, il poursuivait sa carrière sur la plateforme Substack, où il propose interviews et reportages. Vous voilà, bonjour. Steve, Laurie, tout le monde. Ravi de vous voir. Aujourd'hui, j'aimerais parler des élections. Est-il imaginable? Est-il vraiment possible que des troupes soient déployées près des bureaux de vote lors d'élections américaines? Il y a 2 semaines, Donald Trump a dit « J'ai le droit de faire ce que je veux, je suis le président des États-Unis d'Amérique. Si je pense que notre pays est en danger et il est en danger dans ces villes, je peux le faire. » Et il faisait référence au déploiement de la garde nationale, une chose qu'il n'a en réalité pas le droit de faire. Ils vont inventer une histoire bidon de fraude électorale. Le président déclarera l'état d'urgence s'il pense que les républicains vont perdre les élections et Washington gérera les élections en vertu de ce pouvoir d'urgence. C'est la réalité. Et la chose la plus importante qu'un citoyen puisse faire actuellement,
est de voir ce qui se passe sous ses yeux. Vous pensez vraiment que ça pourrait arriver? Oui, je le pense. Ils déploient toute cette force contre nous. Ils s'en prennent aux villes, aux universités, aux cabinets d'avocats, aux médias. La force et encore la force, dans l'espoir que nous serons terrifiés. Jusqu'à où êtes-vous prêt à aller pour défendre la démocratie? Jusqu'où je suis prêt à aller? Eh bien, j'aimerais ne pas le dire, mais il n'est pas impossible qu'on vienne frapper à ma porte, à la porte d'autres personnes, qu'on frappe à la porte. C'est douloureux de penser ça. Pour les Moran, plus rien n'est impossible. Après l'interview de Trump, ils ont reçu des menaces d'une telle violence que des gardes du corps ont dû être postés à leur porte pendant des semaines. Aujourd'hui, aux États-Unis, les opposants à Trump sont obsédés par la violence politique. Même les sommités ne se sentent plus à l'abri. Nous avons rendez-vous avec Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, véritable autorité morale dans son pays. Il est très inquiet. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de peur. C'est ce qui arrive quand on perd la démocratie, la peur s'installe. Nous sommes en train de nous battre contre quelque chose de très puissant. C'est une mafia, ce n'est pas l'état de droit. Tout n'est que négociation et deal. Nos universités, ils les accusent d'avoir enfreint une loi. Mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jury. C'est juste son jugement. Et ensuite il dit « négocier ». Ce n'est pas l'état de droit. C'est de l'arbitraire et c'est dangereux. Je ne suis pas optimiste. J'espère que cela s'arrêtera lors des élections de mi-mandat. Mais la question est la suivante. S'il a tenté de renverser une élection qu'il a perdue par 7 millions de voix, et qu'aujourd'hui, environ 70% du Parti républicain estime qu'il a remporté cette élection, comment croire aujourd'hui qu'il détient tant de pouvoir et qu'il a fait preuve d'une telle impunité dans l'abus de ce pouvoir, que les élections de 2026 seront libres et équitables? Que faire pour arrêter ça? Manifester, voter, et que l'on soit une institution américaine ou un pays étranger, en refusant de capituler. Ce message, Anna et des millions d'Américains l'ont entendu. À Washington et dans 50 États, ils crient leur opposition. Le but de cette marche est de montrer que nous sommes en colère. Le but de cette marche est de montrer que vous pouvez déployer la garde nationale, mais que le peuple est plus fort. Voilà à quoi ressemble la force. Toutes ces personnes qui se sont rassemblées ici malgré les troupes dans nos rues, malgré les menaces contre les manifestants, nous sommes toujours là et nous ne reculerons pas de sitôt.
Notre objectif est de changer la vie des électeurs. Notre objectif est de préparer chaque personne présente à aller plus loin. C'est le pouvoir au peuple, le pouvoir à toutes les communautés noires et métisses qu'ils ciblent.